Pour la chronique affaires, aujourd'hui, il sera question de REER, donc régime d'épargne enregistré, retraite. Exactement, voilà, exactement. Bon, ben merci de m'avoir pris. On va continuer sur cet élan. Alex, c'est pas pour rien qu'on voulait que tu sois là aujourd'hui. Donc, je me demandais, c'était justement quoi un des deux A? Je l'avais oublié, c'est enregistrer. C'est ça. Donc, là, il y a plusieurs possibilités. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je vieillis et je me rends compte que j'aurais peut-être dû commencer avant. Donc, pour tous les jeunes de ce monde, cette chronique s'adresse à vous. Puis, à tous les autres qui, vous vous dites en ce moment, bon, ben OK, là, il y a peut-être des changements à faire au niveau de mes placements. Donc, Joël, tu avais des questions plus précises, toi aussi, pour Alex, là, de ce côté-là, parce que tu es à ton affaire du haut de tes 30 ans. Début, trentaine. Bon, j'ai plus que 30 ans, mais quand même. Mais on a remarqué la semaine passée, le froid il arrive. Puis, comme qu'on dit, avec le froid arrivent les impôts. Oui. Puis, quand on pense à l'impôt, on pense à REER. Donc, j'ai emporté Alex encore une fois aujourd'hui. Parce que c'est une sommité, maintenant on le sait, dans son domaine. Donc, il va pouvoir... Regarde comment il reste il est rendu habitué maintenant. Exactement. Donc, il va pouvoir plus nous aider, nous donner peut-être un petit peu de conseils. Peut-être nous faire un regard global avant sur le REER pour commencer. Oui. Beaucoup de gens vont dire, OK, REER, c'est synonyme de planification de la retraite. Voilà. En effet, oui. Mais c'est pas juste pour la planification de la retraite. On peut utiliser le REER pour le régime d'accès à la propriété. On en parle de plus en plus que c'est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété. Ça fait qu'on peut RAP. RAP, c'est pour régime d'accès à la propriété. Ça fait qu'on peut utiliser nos REER pour l'achat d'une première propriété. C'est moins connu aussi d'utiliser le REER pour le retour aux études, mais on peut l'utiliser pour le retour aux études. Pour nous ou pour notre conjoint de fait ou marié. On peut le sortir sans pénalité. Sans pénalité, ça s'appelle... Il faut le rembourser à même titre que le RAP, mais sur différentes conditions. Oui, ça s'appelle le RIP. Et puis, beaucoup de gens vont me dire, OK, bien le REER, oui, c'est bien de cotiser dans mes REER, mais qui me donne un retour d'impôt. Par contre, à la retraite, je vais être imposé. Fait qu'il y a beaucoup le mythe de dire, mais les REER, c'est pas nécessairement avantageux, il y a une double imposition. J'entends souvent des mythes alentour du REER. Moi, je suis toujours, si la personne, actuellement, a fait 50, 60, 70 000, son retour marginal, quand on parle de taux marginal, je n'irai pas en profondeur sur qu'est-ce que le taux marginal, bien, pour l'expliquer simplement, c'est le taux sur le dernier dollar gagné. L'impôt au Canada, au Québec, c'est progressif. C'est que le premier 15 000, on ne paye pas d'impôt. Ainsi de suite, l'impôt, elle augmente au fil du temps, au fil que le salaire augmente. Donc, si mon retour marginal il est de 40 pendant que je travaille, qu'à la retraite, mon taux marginal il est à 25 parce qu'à la retraite, dans la plupart du temps, on va payer moins d'imposition que... lorsque je travaille, c'est rare que notre salaire va être plus haut à la retraite que... Fait que je me dis, si vous avez eu un retour d'impôt de 40 mais à la retraite, vous avez une imposition de 25 bien déjà, vous avez un gain fiscalement parlant de 15 sans... Puis on n'a même pas parlé du rendement, là. Exact. Puis est-ce qu'il y a une façon de protéger une partie de l'impôt derrière ou c'est 100 la totalité? Y aurait-il façon, à travers un programme quelconque, pour pouvoir sauver une partie de l'impôt ou 100 on va être imposé lorsqu'on va le sortir? Oui, pour le REER, oui. Il y a un mécanisme, dans le fond, c'est de transférer le REER en fer lors de la retraite. C'est entre 65 et 70 ans. C'est qu'il y a le premier 2000 qui va être exonéré d'impôt. Pour le faire. C'est seulement ce 2000-là qu'on pourrait sauver de l'impôt entre le 65e anniversaire et le 70e. Mais il faut qu'il soit dans le faire. Bien, quelqu'un qui aurait cet argument-là, il pourrait quand même assez le planifier pour être capable d'avoir un certain 2000 par année. Oui, oui, c'est ça. Moi, je dis aux gens, même si vous n'avez pas besoin de vos REER à 65 ans, on va le transférer en fer puis on va décaisser le premier 2000. Tant qu'à payer de l'impôt sur ce 2000-là, vous êtes aussi bien de le garder pour vous que de l'envoyer au gouvernement. Parfait. Puis est-ce que tu conseillerais vraiment de placer d'un REER? Lorsque, mettons, on regarde notre salaire, on fait notre impôt, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. On dit, il y a le CELI, je mets-tu plus d'argent sur ma maison? Est-ce que je le place dans les REER? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? C'est une très bonne question, Joël. Merci. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire REER égale la retraite, puis CELI, court terme. Ça va être pour mon compte voyage, mon compte, me le mettre dans mon CELI, puis quand les taxes arriveront, je paye mes taxes, tout ça. Actuellement, on peut mettre grosso modo
88 000 de cotisations dans le CELI si on avait 18 ans en 2009. 18 ans et plus, parce que le CELI a été instauré en 2009. Fait que les retraits, c'est non imposable. Le rendement sur les cotisations, c'est non imposable sur le CELI. Fait qu'aujourd'hui, je dis, il n'y a pas juste le REER qui est bon pour la retraite, le CELI aussi. Puis dans une planification pour la retraite, j'utilise beaucoup le REER et le CELI. Là, c'est plus un ou l'autre. C'est un peu des deux. Un peu des deux. Puis le REER, c'est quoi qui est intéressant? C'est que quand on cotise dans le REER, ça réduit le salaire. Lorsque notre salaire il est plus bas, c'est le même principe pour les allocations familiales. Je donne tout le temps cet argument-là. Quand on a des enfants, c'est quoi qui est bien au Québec? Des allocations familiales. Si on réduit notre salaire, on ne fait pas juste réduire l'impôt qu'on a à payer, on vient d'augmenter les allocations. Fait que moi, je donne le même exemple à tous mes clients pour bien faire comprendre, visualiser. Merci Joël, je cherchais mes mots. Fait que 2 personnes qui font 60 000 de salaire. Ils ont 2 enfants. Un des 2 cotise 10 000 dans le REER. Va avoir grosso modo 3 500, 4 000 dû au taux marginal, le retour d'impôt. Puis il va augmenter de 1 000 les allocations familiales. Fait que là, on n'est plus à 35-40 de retour d'impôt. On est rendu à 45-50 de retour d'impôt, considérant les allocations qui ont augmenté. Exact. Là, je n'ai même pas parlé du rendement. Fait que dans une planification de OK, est-ce que je cotise dans le REER, je cotise dans le CELI, je regarde toujours la situation familiale. La personne n'a pas d'enfants, elle souhaite avoir des enfants, mais je dis cotisez dans votre CELI. Et éventuellement, votre salaire va augmenter, vous allez avoir des enfants, ça va être bon de prendre le CELI, le mettre dans le REER, d'utiliser les deux. Puis, à quel âge tu penses, selon toi, qu'il serait bon de commencer à investir dans le REER? Pourquoi? Puis, est-ce qu'il est trop tard, à un moment donné, les gens se sont dit « Ouais, mais là, moi, ça fait 10 ans, j'en ai pas mis. Je pense que je vais investir ailleurs. » Oui. C'est quoi ton point de vue? Il n'est jamais trop tard. OK. Ça, c'est la réponse toute faite, là, qu'on va dire. Il n'est jamais trop tard. C'est sûr, l'idéal, c'est toujours de commencer le plus tôt possible d'épargner. Ton rendement doit changer. C'est sûr, parce que là, c'est la tolérance qu'au risque. Plus qu'on est proche de la retraite, on ne veut pas prendre nécessairement de risques. On veut protéger l'argent qu'on a gagné, puis pas prendre de risques. On ne veut pas avoir des baisses de marché. On approche la retraite. Le niveau de connaissance aussi. Si la personne a le plus de connaissances, ça va être apte à prendre plus de risques parce qu'elle va le savoir que le marché, il y a des hausses et des baisses, puis émotionnellement, elle va être capable de se détacher puis de se dire « OK, mais je prends pas de décision sur le coût du marché. Il y a une baisse de marché, je sors mes billes, je vais sur des placements garantis. » Ça fait que moi, je suis toujours... J'essaie le plus possible d'être pédagogue. Puis je parle souvent aussi de l'intérêt composé. Quand tu dis « Y a-tu un âge, tout ça? » Moi, je donne tout le temps le même exemple. J'en parlais avant de rentrer dans les zones. C'est pas nécessairement le rendement qui donne le plus-value au portefeuille. Ça va être le facteur temps. Je donne l'exemple. La personne, elle investit entre 20 et 35 ans, 5 000 par année. Entre 20 et 35 ans, ça fait 15 ans. Elle laisse dormir l'argent à 35 ans, puis elle laisse travailler son argent jusqu'à 65 ans. Elle dit, moi, à 35 ans, j'ai des enfants, une maison, tout ça, j'ai plus moyen d'épargner, j'arrête. Rendu à 65 ans avec un rendement de 5 ça va lui avoir donné 500 000 à cause du facteur temps. L'argent va avoir travaillé, tout ça. Puis l'intérêt composé. L'intérêt composé. À l'inverse, la personne, elle se dit, moi, 20-35 ans, je suis à l'école, j'ai beaucoup de dépenses, tout ça. Mon salaire il est moins grand, j'ai pas les moyens d'épargner, je vais épargner plus tard. Commence à épargner à 35 ans, le même 5 000 mais jusqu'à 65 ans. Fait qu'on s'entend qu'elle a épargné sur 30 ans au lieu de 15 ans. Donc, 5 fois 30, ça fait 150 000. Il faut avoir cotisé 150 000 au lieu de 75 000. Le commun des mortels va dire, mais cette personne-là va avoir accumulé plus d'argent, puis c'est pas le cas. Le 150 000 va y avoir donné 350 au lieu de 500. Fait que, est-ce que c'est important d'épargner jeune? Oui. Mais si on n'a pas les moyens d'épargner jeune, puis on commence plus tard, c'est sûr que là, il faut épargner plus, tout ça, mais il n'est jamais trop tard.
J'aurais d'autres questions. Je pense que le temps... J'aimerais terminer avec une chose, parce qu'on on pourrait en faire 2-3 capsules là-dessus. Je sais pas si tu penses aujourd'hui, on n'a pas de temps. Donc, mais en fait, j'aimerais que tu parles aussi des options pour ceux qui n'ont pas de fonds de pension et qui veulent investir. Il y a la FTQ. Oui, il y a la FTQ. Et il y a un autre programme aussi qui aide et qui soutient. Donc, je trouve que pour les gens qui veulent peut-être entamer un peu trop tard, il y a cette belle option-là qui peut donner un bon coup de main. La FTQ CSN, là, ça va donner grosso modo là, un 30 de crédit d'impôt supplémentaire, plus le retour d'impôt marginal qu'on parlait plus tôt. Donc, c'est très intéressant. On peut cotiser jusqu'à 5 000 par année. Le maximum de cotisation, c'est 5 000 Par contre, il y a des règles plus restrictives. On peut juste les décaisser si on est en invalidité totale. La retraite totale, tout ça. Fait que moi, je dis, c'est bien de cotiser à la FTQ CSN. Puis c'est bien aussi de cotiser dans un REER, dans une institution financière qui va avoir plus de flexibilité si on veut prendre une pré-retraite. Au niveau de la sortie des... Oui, c'est ça. Oui. Bon, ben c'est bon. On a noté ça. C'était rapide. Je m'attendais pas à ce que tu arrêtes aussi de Alex. Donc, merci. C'est facteur temps. Il a resté. Tu l'as compris. Tu l'as compris, le facteur temps, Alex. Donc, un gros merci encore pour ta participation. Parfait, merci à vous. Bye-bye.